En réalité, elle ne se résignait jamais à rien acheter dont on ne pût tirer un profit intellectuel, et surtout celui que nous procurent les belles choses, en nous apprenant à chercher notre plaisir ailleurs que dans les satisfactions du bien-être et de la vanité. Même quand elle avait à faire à quelqu'un un cadeau dit utile, quand elle avait à donner un fauteuil, des couverts, une canne, elle les cherchait anciens, comme si leur longue désuétude ayant effacé leur caractère d'utilité, ils paraissaient plutôt disposés pour nous raconter la vie des hommes d'autrefois que pour servir aux besoins de la nôtre. Elle eût aimé que j'eusse dans ma chambre des photographies des monuments ou des paysages les plus beaux. Mais au moment d'en faire l'emplette, et bien que la chose représentée eût une valeur esthétique, elle trouvait que la vulgarité, l'utilité, reprenaient trop vite leur place dans le mode mécanique de représentation, la photographie. Elle essayait de ruser, et sinon d'éliminer entièrement la banalité commerciale, du moins de la réduire, d'y substituer pour la plus grande partie de l'art encore, d'y introduire comme plusieurs épaisseurs d'art. Au lieu de photographies de la cathédrale de Chartres, des grandes eaux de Saint-Cloud, du Vésuve, elle se renseignait auprès de Swann si quelques grands peintres ne les avaient pas représentés, et préférait me donner des photographies de la cathédrale de Chartres par Corot, des grandes eaux de Saint-Cloud par Hubert Robert, du Vésuve par Turner, ce qui faisait un degré d'art de plus. Mais si le photographe avait été écarté de la représentation du chef-d'œuvre ou de la nature et remplacé par un grand artiste, il reprenait ses droits pour reproduire cette interprétation même. Arrivée à l'échéance de la vulgarité, ma grand-mère tâchait de la reculer encore. Elle demandait à Swann si l'œuvre n'avait pas été gravée, préférant, quand c'était possible, des gravures anciennes et ayant encore un intérêt au-delà d'elle-même, par exemple celle qui représente un chef-d'œuvre dans un état où nous ne pouvons plus le voir aujourd'hui, comme la gravure de la scène de Léonard avant sa dégradation, par Morgan. Il faut dire que les résultats de cette manière de comprendre l'art de faire un cadeau ne furent pas toujours très brillants. L'idée que je pris de Venise, d'après un dessin du Titien, qui est censé avoir pour fond la lagune, était certainement beaucoup moins exacte que celle que m'eussent donné de simples photographies. On ne pouvait plus faire le compte à la maison quand ma grand-tante voulait dresser un réquisitoire contre ma grand-mère, des fauteuils offerts par elle à de jeunes fiancés ou de vieux époux qui, à la première tentative qu'on avait faite pour s'en servir, s'étaient immédiatement effondrés sous le poids d'un des destinataires. Mais ma grand-mère aurait cru mesquin de trop s'occuper de la solidité d'une boiserie où se distinguait encore une fleurette, un sourire, quelquefois une belle imagination du passé. Même ce qui, dans ces meubles, répondait à un besoin, comme c'était d'une façon à laquelle nous ne sommes plus habitués, la charmait, comme les vieilles manières de dire où nous voyons une métaphore, effacée, dans notre moderne langage par l'usure de l'habitude. Or, justement, les romans champêtres de George Sand qu'elle me donnait pour ma fête étaient pleins, ainsi qu'un mobilier ancien, d'expressions tombées en désuétude et redevenues imagées comme on n'en trouve plus qu'à la campagne. Et ma grand-mère les avait achetées de préférence à d'autres, comme elle eût loué plus volontiers une propriété où il y aurait eu un pigeonnier gothique ou quelqu'une de ces vieilles choses qui exercent sur l'esprit une heureuse influence en lui donnant la nostalgie d'un possible voyage dans le temps. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrais romans. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simplement, à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique n'ayant de raison d'exister qu'en soi, une émanation troublante de l'essence particulière à François le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais,
je rêvassais souvent, pendant des pages entières, à toute autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant, et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant, me paraissaient empreints d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom, inconnu et si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant, qui le portait, sans que je susse pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, c'était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du son. Même dans la vie, quand c'étaient des êtres et non des œuvres d'art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c'était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel éclat de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, d'anniversaire qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieure à tout dans la vie, et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieure à tout dans les livres, attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d'y être reçu. Elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ses phrases, qui semblaient écrites pour sa voix, et qui, pour ainsi dire, tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait, pour les attaquer dans le ton qu'il faut, l'accent cordial qui leur préexiste et les dictats, mais que les mots n'indiquent pas. Grâce à lui, elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y a dans la bonté, la mélancolie qu'il y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leur quantité fût différente, dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose aussi commune une sorte de vie sentimentale et continue. Mes remords étaient calmés. Je me laissais aller à la douceur de cette nuit où j'avais ma mère auprès de moi. Je savais qu'une telle nuit ne pourrait se renouveler, que le plus grand désir que j'eusse au monde, garder ma mère dans ma chambre pendant ces tristes heures nocturnes, était trop en opposition avec les nécessités de la vie et le vœu de tous, pour que l'accomplissement qu'on lui avait accordé ce soir pût être autre chose que factice et exceptionnel. Demain, mes angoisses reprendraient et maman ne resterait pas là. Mais quand mes angoisses étaient calmées, je ne les comprenais plus. Puis demain soir était encore lointain, je me disais que j'aurais le temps d'aviser, bien que ce temps-là ne pût m'apporter aucun pouvoir de plus, puisqu'il s'agissait de choses qui ne dépendaient pas de ma volonté, et que seul me faisait paraître plus évitable l'intervalle qui les séparait encore de moi.